Alors Louis, nous sommes le dimanche 24 mai 2026 et tu tenais à présenter ta garsaille dans le livre. Donc voilà. Et en plus là, on vient d'entendre les oiseaux. Voilà. Tu seras accompagné par les oiseaux pour nous raconter ton quartier de ta chère enfance. Enfin, chère enfance. On verra bien. Voilà. Alors, à toi. Alors nous sommes donc à l'entrée de la vieille ville de la Garsaille. La Garsaille est composée d'une groupe de maisons avec 7 rues uniquement et des remparts tout autour. Là, nous sommes en dehors des remparts. Et il y avait, pour avoir accès à la vieille ville, à la Garsaille, il y avait deux portes que vous voyez là à droite et à gauche, qu'on appelle des portiques, qu'on murait à sable et à chaux. Les porte-allées, non? C'est des porte-allées. Ouais. On murait à sable et à chaux lors des guerres et des épidémies. Lorsqu'on voulait empêcher les gens d'avoir accès au village et au château, on murait les portelets. Il y en avait tout autour de la cité. Et ensuite, quand l'épidémie ou la guerre était terminée, on cassait de nouveau le mur et on laissait le passage libre. Cette place, c'était la placette Massélie, qui voulait dire à l'époque du Seigneur la place publique. C'était le seul endroit où le Seigneur avait autorisé à vendre de la viande au détail. Il y avait donc un boucher qui détaillait la viande ici pour les Aubaniers. La fontaine, elle est inaugurée pour Jean-Louis Barthélemy, docteur médecin qui est venu spécialement. Il était d'Aubagne, Aubagné, mais il est venu spécialement ici pendant les épidémies de choléra pour soigner les Aubagniers. Et en remerciement, on lui a fait donc au XIXe siècle cette fontaine. Il y avait au départ, ça, son portrait, une statue en bronze qui était la même composition que les canons. Et, et en 1942, les Allemands ont emporté la statue en bronze du docteur Barthélemy et on l'a renouvelée en pierre. On va monter par le portelet, là, qui est la rue Sainte-Rose. À gauche, c'était la rue de l'Échelle. Et ici, c'est la rue Sainte-Rose. Et parle-nous un peu de cet immeuble-là. Oui, Ah. j'y pensais. Alors, cette maison, c'est une maison qui a été achetée par monsieur De Guin, qui était un personnage important, riche. Et il est venu s'établir, il était de Marseille, il est venu s'établir au Aubagne, et il a fait construire cette maison qu'on appelle le style marseillais. 3, c'est-à-dire 3 fenêtres, 3 étages. C'est typiquement un style marseillais. Elle date donc du 18e. Hein. En fer forgé, on peut voir là-haut, c'est les initiales gravées. Enfin, pas gravées, en fer forgé. Il y a ici une bizarrerie encore de la ville d'Aubagne, c'est que cette rue, qui n'est pas marquée, qui n'a pas de référence, c'est la rue Sainte-Rose. Et là au-dessus, juste au-dessus, vous avez encore la rue Sainte-Rose. Il y a 2 rues Sainte-Rose ici dans le quartier. Pourquoi? Parce que la vraie rue Sainte-Rose, c'est celle-ci, et en haut, ça s'appelait le chemin du bois. Et lors des
des recensements de quartiers, de noms de rues, ils l'ont baptisé la rue Sainte-Rose. En réalité, c'était ça la rue Sainte-Rose. Ici, on peut remarquer une chose bizarre, c'est que vous avez entre l'immeuble ici et les escaliers, il y a un vide qui se crée. Les escaliers se détachent, je les ai vus déjà beaucoup plus haut. C'est pour ça qu'ils avaient mis les carrelages pour cacher un peu les trous. Parce qu'à mesure les escaliers descendent, il y a une raison bien précise, c'est que ici, à la place de cette petite placette, il y avait un immeuble dans les années 70. Ils l'ont démoli. Dans cet immeuble, à la hauteur des escaliers, là, exactement là, sous les escaliers, il y avait une cave, et dans la cave, il y avait une source qui coulait en permanence. Et cette source, c'est la même veine que la source du patronage qui se trouve un peu plus bas. Donc on allait chercher de l'eau, les Aubagniers allaient prendre de l'eau à l'époque de midi. Et cette source, quand ils ont démoli la maison, ils l'ont pas canalisée, ils l'ont laissé se perdre. Et bien sûr, par gravité, elle descend, la pente, et elle est sous les escaliers. Il y a d'ailleurs d'autre côté, pareil, un trou, parce qu'à mesure, ça s'effondre, ça tombe, quoi. Et là, c'est irréparable, hein, il faudrait tout casser pour réparer, et puis surtout canaliser cette infiltration d'eau. Et récupérer cette source. Bon, peut-être pas la récupérer forcément, Bah, mais au moins l'envoyer à l'égout. Voilà. On va monter par là. Alors voilà, là vous avez la rue Sainte-Rose, avec cette jolie petite place. avec une jolie plaque de villa. Ah oui? Oui, regardez ça, c'est curieux, Où hein, elle est? hein, comme c'est curieux. Ah! Oh, ça alors, Ah! il y a quelqu'un qui a mis une plaque là. Ouais. Qu'est-ce que c'est quoi l'histoire de cette plaque? Alors, ben, figurez-vous que, étant Aubagnais pur jus, j'ai voulu écrire un peu des livres sur Aubagne, sur l'histoire d'Aubagne, et principalement sur la Garsaille aussi, sur la vieille ville. Et nous avions une tradition, autrefois, dans Aubagne, c'est que quand on avait une petite maison, une petite maisonnette, c'était pas des grandes villas, c'était des petites maisons, on mettait une plaque de villa sur le petit portail. Sur le petit portail d'entrée, sur le pilier du portail, on faisait faire au céramiste aubagnais une plaque de villa en faïence, décorée, et avec un nom, le nom des enfants, le nom d'un arbre, d'une fleur. Il y avait par exemple Villa les Roses, il y en avait au moins une bonne douzaine au Aubagne, les Villa les Roses, ainsi de suite. Et il y avait même un impôt sur les plaques de villa. Et les années ont passé, et puis les nouvelles générations ont eu les voitures, et pour rentrer les voitures, il a fallu casser le petit portillon, qui était juste pour les piétons. Ils ont élargi donc l'entrée, pour rentrer les véhicules, et on a fait disparaître toutes les plaques de villa. Et moi, j'ai voulu sauver la plupart de ce qui reste, à peu près. J'en ai à peu près inventorié environ 200 plaques de villa que j'ai photographiées, que j'ai référencées dans un livre. Voilà. Et comme j'en ai parlé avec Valérie et avec Eddie, ils m'ont fait la surprise de me faire ma propre plaque de villa. Alors moi, c'est pas une villa, c'est un immeuble. Il n'est Voilà. même pas à moi, mais ça m'a touché particulièrement par leur geste. Et Eddie, qui est un très bon céramiste, a créé cette plaque Voilà. avec cette Et, silhouette du et Garlaban. la composition, elle est de Valérie. Voilà. Et puis voilà.
Alors après, tu voulais qu'on se dirige... Ben, on va monter par Ouais. la rue de l'Échelle. Là, nous sommes dans la rue de l'Échelle. Voilà un exemple Ah des oui. plaques autrefois sur les maisons. Et en Alors, plus, elle est de chez la plupart Sicard. étaient faites de Sicard. Célèbre céramiste Auvagnier qui a créé la cigale en faïence sur branche d'olivier en 1895. Voilà, là nous arrivons sur la place de l'église. Alors j'ai expliqué qu'il y avait une maison qui a été démolie et qu'il y avait la source dedans. Mm. Cette maison, elle barrait complètement la rue de l'Échelle. Elle laissait juste à droite un petit passage très étroit. On ne pouvait pas monter en voiture, il n'y avait pas de voiture à l'époque. Et quand le Mistral arrivait plein nord, là, il s'engouffrait dans la rue de l'Échelle, il descendait avec force, il butait contre l'immeuble du 2 rue de l'Échelle, qui était juste en face, et il partait à droite avec une violence inouïe. Le Mistral, il soufflait autrefois facilement 120, 130 km à l'heure. Et c'était pas rare qu'il soufflait 3, 6, 9 jours. Voilà, c'était la tradition. On disait 3 jours, s'il tombe pas, c'est 6 jours, s'il tombe pas, c'est 9 jours. Et avec une violence inouïe, forte. Et il y avait un tel passage de puissance d'air que les gens ne pouvaient pas monter dans cette rue. Moi, j'ai vu des gens dans mon enfance, même des hommes marcher à genoux, tomber à genoux. Voilà. Et les gens, ils voulaient aller à la messe. Et là, Le Mistral ne voulait pas. non, Donc, l'Israël ne voulait pas. Et le prêtre, enfin, la paroisse, ils étaient embêtés parce que les gens ne pouvaient pas venir sur la place. Là, ils étaient emportés, les personnes âgées. Alors, ils ont fait faire le tour aux gens. hein, Et on a fait ici, dans cette rue, juste à cet angle, là où il y a la gouttière, hein. une porte, une petite porte d'entrée de l'église. Ça fait que les gens passaient à l'abri des immeubles derrière, ils montaient et ils venaient à l'abri du vent rentrer par cette porte. Puis ensuite, elle a été modifiée, ils l'ont faite un peu plus loin. Voilà la raison pour laquelle la porte a été créée ici, à cause du vent. Alors cette rue, dont il y avait la petite porte d'entrée de la paroisse, qui s'appelle maintenant Montée de la Dîme, autrefois s'appelait la rue de l'église. Elle a été modifiée encore. Voilà. Alors, à votre droite, donc, nous retrouvons la rue Sainte-Rose, et à gauche, c'est la montée de la Dîme. Il y avait un portique, on peut le voir de là, et il n'y est plus le portique, mais il y a un passage étroit. Voilà, ça c'est la montée de la Dîme. Alors, la Dîme, c'était un impôt de 10% sur les légumes. Chaque paysan des alentours, villageois ou banniers, quand il venait dans la vieille cité vendre les légumes, il devait forcément passer par là. Et là, il y avait les gens d'armes qui imposaient le passage à 10% de leur valeur des légumes. En plus de la gabelle, en plus d'impôt sur le drap, sur le sel, sur les fenêtres, sur les portes. Il y avait des impôts sur tout, autrefois. Voilà. Et mon patron, à l'époque de ma génération, il m'a raconté qu'au début, les plaques de villa étaient même imposées. Voilà. Voilà la montée de la Dîme. Et ici, nous allons dans un passage étroit, qui est la cour de Clastres.
Voilà, nous nous trouvons là dans un espace de petite cour qui s'appelle la cour de Clastres et qui vient de clastrum, qui veut dire lieu clos. Et ici, nous avons l'entrée du clocher. Et c'est un peu une petite histoire puisque nous avons également les ateliers Thérèse Neveu avec la célèbre centenière. Alors moi, j'ai connu dans mon enfance, ici, on ne pouvait pas avoir accès, c'était fermé, parce qu'il y avait un grand jardin avec des arbres, des plantes, tout. Et au fond, il y avait les ateliers où Thérèse Neveu peignait ses centons. Et Thérèse Neveu, vous savez que c'est celle qui a inventé les deux premiers personnages existants de la crèche, c'est-à-dire avec Margaride et Virginie du Garlavin. C'est elle qui a créé en 1870 les deux personnages existants. Avant ça, on faisait que la Sainte Famille et la pastorale à la crèche. Et puis, elle a toute une grande histoire derrière elle, puisque elle, à l'époque, on faisait sécher les santons en argile au soleil, dehors. C'était long, il fallait les sécher, ils risquaient de se renverser. Quand il pleuvait, on ne pouvait pas les sécher. Et comme elle était la sœur de Louis Sicard, il lui a donné l'idée de cuire ses santons. Et c'est elle qui a lancé le processus de l'industrialisation des santons. C'était une santonnière, voilà. Et Thérèse Neveu avait remarqué que Margaride en français, qui venait de Marseille par la patache à chevaux, avec la charrette, elle venait voir ici son cousin qui était le prêtre de la paroisse. Et elle passait donc devant les ateliers. Et cette Margaride, malgré son âge, avait gardé la tenue traditionnelle provençale. Alors que les nouvelles générations, déjà, c'était la fin du 19e, les nouvelles générations, les jeunettes, ne s'habillaient plus comme les anciens, en provençal. Elles avaient modernisé leur tenue. Et Margaride avait gardé complètement la tenue, que le grand chapeau en feutre, le cabas en paille, le grand parapluie rouge, etc. Et Thérèse Neveu en a fait son premier santon existant de la crèche. Puis ensuite, il y a eu Virginie du Garlaban, qui elle, vous la remarquerez, elle avait toujours deux lapins à la ceinture et son grand parapluie qui était quelquefois vous le trouverez rouge, quelquefois bleu. En principe, il était bleu. Et elle habitait au pied du Garlaban et elle avait une particularité, c'est qu'elle était, comme on disait autrefois, une vieille fille. Elle n'était pas mariée malgré son âge avancé. Et elle connaissait par cœur le jour de la messe. Elle partait vite à la messe de 11 heures. Et elle connaissait par cœur la couleur que le prêtre avait mettre sur sa chasuble. Il y avait les couleurs autrefois. Par exemple, le rose, c'est 2 fois par an. Le noir, c'était l'enterrement. Le blanc, le mariage. Le rouge, c'était l'amour. Et puis, vous aviez, par exemple, le vert, c'était quotidien. Voilà. Et elle connaissait par cœur que le prêtre allait avoir la chasuble verte. Et elle mettait les rubans de sa coiffe vert assortis au curé. Donc, Thérèse Neveu, elle a fait son deuxième santon. Et c'est pour ça que tu as gravé ces deux Les deux personnes. personnages Voilà. sur les gravures du Garlaban. Mhm. C'est un hommage rendu à Thérèse Neveu. Voilà. Et puis à présent, il y a maintenant le portrait de Thérèse Neveu. Alors on va repartir de là, on va de nouveau passer devant le Christ, qui est sur sa croix. Alors, vous savez, Valérie, elle me fait faire ça en coup de vent, vite fait. Je fais mon possible pour aller d'un sujet à un autre, mais je pourrais vous parler pendant 3-4 heures, rien que de la Garsaille.
Ici, par exemple, pour le Christ, je peux en parler 2 minutes. Remarquez que de partout où vous irez, dans les églises, vous verrez le Christ, qui est sur sa croix ou pas, il est toujours mince, toujours de taille fine, hein. Il est jamais aussi gros que celui-là. Regardez comme il a les bras et les mains énormes, hein. Il a une particularité, c'est qu'il a été restauré un nombre de fois incalculable, et à chaque fois on lui file des couches de mastic par-dessus. Et si ça continue, il va être vraiment obèse, ça continue, voilà. C'est rigolo, parce que souvent je me dis que s'il te filait une tarte, il t'arrache la tête, lui. Alors mon Il sort de copain, la salle de musculation. voilà, mon copain qui habite là, Ouais. Roger, qui est un des plus anciens du quartier après moi, il est un peu plus jeune que moi, le pauvre. Alors lui, il joue au tiercé, le pauvre. Ouais. Et alors, à chaque fois qu'il passait devant, il s'arrêtait, il le regardait, il disait, dis, toi qui sais tout, tu peux pas me donner les numéros du tiercé en ordre? Et puis tu croyais qu'il s'appelait Henri aussi, non? Roger. Non, mais Ah, oui, oui. raconte Alors, ça. Ouais. autrefois, dessous le petit plateau, là, Mm. il y avait un écriteau. Mm. Vous remarquerez qu'en France, et ailleurs peut-être, de partout, où il y a, dans les villages, vous avez un cri sur une croix, il y a toujours un petit écriteau où il y a marqué 4 lettres, un riz, il y a marqué. Alors, nous, en étant enfants, on lisait Henri, on disait, ouais, il doit s'appeler Henri, mais ils se sont trompés, ils ont mal écrit, voilà. Alors, pour nous, c'était Henri. On parlait, on dit, on va chez Henri, oui, voilà. Et en réalité, c'est pas un I d'Henri, c'est un J. C'est-à-dire que ça veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Voilà pourquoi il y avait marqué Henri. Mm. Mais pour nous, enfants, on ne savait pas tout ça. Ouais. Voilà. Et alors le panneau, il a disparu, bien entendu, et ils n'ont jamais remis, je me demande pourquoi. Mm. Voilà. Ça, c'est peut-être le moment que tu nous dises pourquoi le quartier s'appelle la Garsaille. Ah, oui. Alors, autrefois, en Provence, une fille, un garçon, c'était un gars, voilà. Et une fille, c'était une garce. Et ce n'était pas péjoratif. C'était le mot fille qui était vulgaire. On ne disait pas fille, on ne prononçait pas ce mot, c'était vulgaire. Par contre, garce, c'était le féminin de garçon. On a par exemple des exemples comme une fille turbulente, c'est un garçonnasse. Une garcetto, c'est une fille qui s'amuse, etc. Il y a beaucoup de noms en partant du mot garce. Et ici, il y a eu beaucoup de guerres et d'épidémies et plus de femmes qui restaient que de garçons. Et il y avait beaucoup de filles, et c'était le quartier où il y avait des filles, la Garsaille, quartier où il y avait des garces. Moi, dans mon enfance, j'ai connu des mamans, j'ai 87 ans, hein, donc je vous parle de longtemps, il y a plus de 80 ans, je me rappelle qu'il y avait des mamans qui sortaient, qui disaient à sa voisine, t'as pas vu ma garce? Oui, d'aller. C'était pas une insulte. C'était simplement que la tradition était restée. Et dans les années 2000, à la naissance de mon petit-fils, j'ai fait une lettre et les gens ne savaient pas que ça s'appelait la Garsaille. Sur l'enveloppe, j'ai marqué quartier de la Garsaille. Et ça a fait du bruit parce que tout le monde se demandait où était le quartier de la Garsaille à Aubagne. Parce que la ville d'Aubagne est appelée le quartier historique, ou la vieille ville. Mais on avait complètement oublié que ça s'appelait la Garsaille. C'est moi, dans les années 2000, qui ai relancé le nom de la Garsaille. Alors tout le monde s'y est mis, les amis du Vieux-Aubagne, la mairie, maintenant tout le monde commence à connaître. On fait même la fête de la Garsaille une fois par an, qui a aucun rapport avec la fête, parce qu'ils viennent faire le balletti, le bal populaire, mais on ne parle jamais de l'histoire de la Garsaille. Voilà. Et c'est quelle date, ça, la fête de la Garsaille, c'est à quelle date? C'est dans un mois. Enfin, dans un mois. Donc nous sommes le 24 mai, fin juin, quoi. Ouais, c'est courant juin. Mm. Courant juin.
chaque maison, autrefois, il y avait un nom d'une famille, même qu'ils n'étaient pas propriétaires, ils vivaient de génération en génération. Les vieux mouraient, et les enfants prenaient l'appartement, puisqu'ils avaient toujours vécu là, ils continuaient, ils se remariaient, etc. Et chaque maison a des noms. Alors je ne peux pas en parler maintenant, parce que plus personne ne connaît ça, plus personne ne se souvient, parce que des anciens, il n'y en a plus. Je suis le seul qui reste survivant, le dernier des Mohicans ici. Et on peut dire que ici il y avait les Montoya, là-bas il y avait les Santiago, il y avait des noms comme ça, les Pourchiers, il y avait des noms de partout. On n'avait pas besoin de dire va à tel endroit, tu dis va chez Pourchier, va là, voilà. On savait où c'était. Et l'épicerie qui était là, il y avait une épicerie qui était tenue par les Pourchiers justement depuis toujours. Et elle connaissait tout le monde par le nom des parents, quoi. Voilà. Quand elle voyait le gosse, ah, toi tu es un tel, etc. Voilà, parce que en tradition en Provence, bien souvent, le garçon porte le nom du père, le prénom. Voilà. C'était une tradition. Et souvent du parrain et du grand-père. Et nous avons des garçons comme moi, c'est mon cas, j'ai 3 prénoms, parce que la tradition en Provence voulait que le diable n'ait pas emprise sur l'aîné des garçons. Alors c'est pour ça qu'on donnait 3 prénoms. Donc voilà l'église Saint-Sauveur. Alors elle a une petite particularité, c'est qu'il y a à l'intérieur une vierge en statue, qu'on pense qu'elle a été faite par un grand maître de la sculpture, le même qu'a fait la fontaine à Marseille, la grande fontaine de Castellane. Voilà. Et par conséquent, nous avons une statue qui a été retrouvée en Afrique d'après l'histoire. On n'est pas sûr que ce soit exact, mais soi-disant que ce serait un officier de marine qui aurait ramené d'Afrique, il aurait trouvé sur une plage. Il aurait ramené. Et cette statue se serait trouvée dans une chapelle dans le centre de Lobagne. C'était un couvent avec des religieuses. Et quand il y a eu la révolution de 1789, les révolutionnaires ont sorti la statue et commencé à la massacrer à coups de marteau. Ils ont cassé le nez de la statue, la main de Jésus, etc. Ils ont abîmé, ils l'ont abandonné là. Et les prêtres, les religieux, ils l'ont récupéré et ils l'ont muré dans un des murs de la chapelle. Ils ont muré, ils l'ont condamné pour la protéger. Et la révolution a passé, les années ont passé, et un jour, en faisant des travaux, lorsqu'on a démoli une partie du cloître, on a retrouvé cette statue. Et c'était la statue des galériens. C'est-à-dire que quand les galères qui étaient à Toulon, les galériens arrivaient de Paris et arrivaient à Marseille, ils passaient à Toulon à pied par Aubagne et s'arrêtaient à Aubagne et faire étape. Et ils allaient se recueillir dans cette chapelle auprès de la Vierge des Galériens, qu'on a baptisée la Vierge des Galériens. Et elle se trouve là dans cette église. Voilà. Alors, elle fait 1,60 m, elle est sculptée sur le devant, derrière non, et elle est bien abîmée, mais elle est historique. Et vous avez ici une deuxième chapelle, une deuxième Vierge. Alors celle-là, elle a une belle histoire aussi. Décidément, c'est que des histoires bizarres. Elle n'a pas toujours été là. Elle est là depuis le début du XXe siècle. Elle se trouvait dans un boulevard dans le centre d'Aubagne qu'on appelle le boulevard La Canal. Autrefois, il ne s'appelait pas le boulevard La Canal, il s'appelait le boulevard de la Vierge. C'était même pas un boulevard, c'était un cul-de-sac. Mais on l'appelait le boulevard de la Vierge. Pourquoi? Parce qu'il y avait une église religieuse. Il y avait une école religieuse.
Et comme il y avait l'école religieuse, ils avaient mis cette Vierge en haut du boulevard, sur son piédestal, ils avaient adossé à un mur d'une usine de céramique. Et avec les années et les années, comme on cuisait les fours de céramistes avec du bois de pin qui fume énormément, elle avait rendu la Vierge toute noire. C'était devenu une Vierge noire. Et bien entendu, il est arrivé le Front populaire avec l'école laïque, etc. On a supprimé l'école religieuse, on a fait l'école à la canal, l'école laïque, et la municipalité ne voulait plus garder cette Vierge là-haut. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savaient pas où la mettre, ils l'ont mise sur la place de l'église, ici. Voilà. Et nous, pour nous, c'était notre Vierge noire. On avait la chance d'avoir une Vierge noire, il n'y en a pas beaucoup en France. Et avec les intempéries, avec le temps, elle n'était plus enfumée par les usines, elle est redevenue blanche. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'elle était blanche. Voilà l'histoire que je raconte à tout le monde, c'est l'histoire vécue, vraie. Alors, elle était un peu modifiée, en réalité, c'est parce que cette fameuse Vierge noire, elle était tellement abîmée qu'il l'avait renouvelée et il l'avait mis, paraît-il, en bronze. Elle était plus en marbre, mais elle était en bronze. Et elle était peinte en blanc par-dessus. Et ce serait, d'après les historiens, certains historiens, parce que personne ne dit la même chose, ce serait celle-là qui sera en haut. Normalement, elle devrait être creuse, en bronze et peinte. Alors, depuis des années, je veux monter là-haut, je cherche une échelle pour y monter, pour les taper, pour aller voir si c'est vraiment celle en bronze ou en pierre. Alors ça, c'est un vrai mystère. Voilà, aux archives, avec Sandra Roquerolles, on en a parlé plusieurs fois, on en a discuté, et elle m'a dit, ouais, c'est certainement celle qui est en bronze. Voilà. Mais moi, je n'en ai pas la preuve. Pour moi, je raconte toujours aux gens l'histoire de notre Vierge noire, hein, qui est devenue blanche. Bon, en tout cas, tu as la preuve que le garde-banc est bien en position. Donc, quand tu montes pas dessus, tu es Je à le vois ici. 100 mètres de chez Je toi, viens tu le as le voir. garde-banc. Alors, moi, je me souviens, dans les années 50, où tous les gens du quartier venaient appuyer là, il y avait pas les tables à voiture, il n'y avait pas les tables à voiture comme aujourd'hui, il y avait rien, il y avait les vestiges du château, tout, et il y avait une rambarde en ciment tout le long, et on était tous appuyés là pour voir les incendies dans le garde-à-banc. Voilà. Et le dernier incendie, c'était en 79 que le garde-à-banc a brûlé. Bon, Voilà. voilà. Alors, on a fait le tour de la Garsaille. Voilà. Tiens, Euh, les cloches sonnent. J'arrête ou je peux te dire encore? Ah non, on est déjà à 27 minutes. Ah, je t'ai pas raconté les baptêmes. Voilà. Ah, les baptêmes. Alors les baptêmes, c'était une fête pour les gosses du quartier, pour les enfants, puisque c'était le seul endroit où on pouvait avoir un peu des sous pour aller au cinéma. Alors on attendait que le baptême se fasse et que le parrain sorte avec les poches pleines de sous, de monnaie. Et bien entendu, ils envoyaient à la volée des monnaies en pièces en aluminium dans les années 50, et eu même des pièces un peu plus tard en argent dans les années 70. Et les enfants étaient tout autour, à genoux, on ramassait les pièces, tout. Et il y avait une tradition, c'est que si le parrain était avare, ou pêcheur qu'il n'avait pas de sous, on lui criait en chœur, Louparrain, Rascous, Loupichon, Sarah, Gibous. Ça veut dire, le parrain est avare, le petit deviendra bossu. C'était pas très joli, mais c'était la tradition. Et moins s'il avait de sous, plus on criait fort. Et ça a duré pendant des matinées entières le dimanche matin. On avait des fois 7, 8 baptêmes l'un derrière l'autre, et on avait assez de sous pour aller au cinéma. Bon, ben voilà. Voilà. Hein. Je sais Donc, pas si c'était c'est... la Garsaille par Louis Douard.
Alors vous avez ici cette maison avec un écriteau en fer forgé qui a marqué la bergerie. Et moi j'ai connu à l'époque, c'était pas une bergerie, c'était un étable. C'était une étable avec des vaches. Il y avait un monsieur qui était un vieux garçon. Ses parents étaient âgés. Son père était souvent en haut sur le balcon avec son grand chapeau en feutre, le petit ruban noir, le veste en velours, et il regardait son fils travailler. Et nous, enfants, on venait aider souvent pour le foin, pour les choux, pour diverses choses qu'on alimentait les vaches. Et il était particulier parce nous amusait beaucoup, c'était un bon vivant, il nous racontait toujours des belles histoires. Voilà. Et je me souviens que moi, des fois, je venais le voir, alors c'est voûté à l'intérieur. Il y avait à gauche, en rentrant, il y avait le cheval, et à droite, il y avait 7 ou 8 vaches de chaque côté. Et c'était sombre, parce que il y avait que des petits portiques de lumière, mais c'était clair. Et j'allais le voir, et je le cherchais au fond. Alors il était en train de traire une vache, il était assis avec son petit tabouret, derrière la vache. Et moi je le cherchais, il me dit, où tu es? Il me dit, je suis là, oui, viens, approche. Alors je m'approchais, alors je lui parlais, il me disait, baisse-toi que je te vois. Et alors je me baissais par-dessous la vache pour regarder, et il prenait le pied de la vache et il m'arrosait chaque fois le visage avec le lait. Et ça m'amusait beaucoup. Voilà. Et moi je me faisais toujours avoir. Bon, ben voilà, on terminera Avec le lait. avec le baptême par le lait. Ouais.